Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième journée des soins de plaie du Rhône. C'est dans un nouveau format 100% numérique que nous vous retrouvons cette année pour une journée autour des plaies et cicatrisations. Malgré la période actuelle, Élodie Lautret, responsable de l'agence Suite de Soins Lyon, et Quentin Vignal, MR Formation, et leurs équipes ont tout mis en œuvre pour que cette journée de partage puisse être maintenue. Nous remercions l'ensemble des intervenants et partenaires pour leur adaptabilité ainsi que leur investissement dans ce congrès 2.0. Je vous retrouve désormais pour le chat, à l'écoute de vos questions, et laisse la place au docteur Guilhem, qui aborde le thème très spécifique de la maladie de Verneuil. Bonne journée. Bonjour à tous. Maladie de Verneuil, on va aborder cette maladie effectivement très particulière avec l'idée comme objectif de formation de pouvoir participer au diagnostic de cette maladie. On verra qu'il y a un retard diagnostique important. Bien sûr, la gestion des soins post-opératoires, mais aussi tout ce qui est dans l'accompagnement pour les patients, qui est un accompagnement qui peut aller jusqu'à l'éducation thérapeutique. Alors, c'est quoi cette maladie de Verneuil ? Eh bien, c'est une maladie inflammatoire, tous les mots sont importants, maladie inflammatoire, chronique et récidivante, affectant la peau qui contient les glandes sudoripares, c'est-à-dire les glandes de la sueur, et dans leur forme apocrine. Il y a une autre forme qui est moins concernée dans la maladie de Verneuil. Voilà, la maladie de Verneuil, c'est un terme français, mais en fait, il existe plutôt un terme international qui est l'hydrosadénite suppurée. Alors historiquement, c'est une vieille maladie puisqu'elle a été décrite pour la première fois en 1933 par Velpeau, celui des bandes, que vous connaissez. Et en fait, il s'est un petit peu trompé parce que pour lui, c'était les glandes sébacées. Et puis quelques années plus tard, c'est un autre chirurgien parisien, Aristide Verneuil, qui a décrit l'atteinte au niveau des glandes sudoripares. Alors lui aussi s'est un petit peu trompé parce que en fait, cette maladie est une maladie du follicule pileux. Mais en tout cas, il lui a donné son nom avec le hydros qui veut dire sueur. Alors hydros avec un I, pas avec un H, hein, comme l'eau. Hydros, adène qui veut dire la glande, et it, l'inflammation. Donc inflammation des glandes de la sueur. Mais en fait, c'est plutôt une maladie du follicule pileux, c'est-à-dire le poil, la gaine, et les glandes qui sont annexées au poil, comme les glandes sudoripares. Alors, la lésion primitive, la première lésion qu'on voit à l'examen au microscope dans cette maladie, c'est l'occlusion du follicule pileux. Et en fait, il y a plusieurs facteurs qui favorisent cette occlusion, qui interagissent. Et on trouve par exemple les hormones. Et c'est vrai que la maladie touche 2 ou 3 femmes pour un homme. Elle démarre plutôt après la puberté. Et vous savez bien que le poil, c'est pas le même avant la puberté. Il y a bien une influence des hormones sur le poil. Un tiers des femmes, par exemple, disent que les poussées de la maladie surviennent de façon rythmée par le cycle, typiquement la semaine qui précède les règles. Le tabac est un facteur favorisant. Il y a 2 à 3 fois plus de fumeurs chez les patients Verneuil que dans la population. Il y a la moitié des patients qui décrit les poussées en rapport avec le stress, la fatigue, la déprime. Le surpoids est lui aussi un facteur aggravant. Il y a plus de gens surpoids, voire obèses chez les patients Verneuil. Un rôle de la friction mécanique, du frottement. La maladie survient au niveau des élastiques des culottes, par exemple, ou des choses comme ça. Mais en fait, le point de départ, vraisemblablement, sur la base d'un contexte génétique probable, c'est plutôt l'interaction entre les bactéries de la peau, le fameux microbiote dont on parle à la mode maintenant, hein, le microbiote cutané en l'occurrence, et le système immunitaire inflammatoire de la peau. On pense qu'on est sur une maladie de l'interface entre les bactéries de la peau et le système immunitaire et inflammatoire de la peau. Et on introduit le terme de dysbiose, c'est-à-dire anomalie de la symbiose entre les bactéries et la peau. On estime que la maladie de Verneuil, c'est 1% de la population, avec, comme je vous disais, 2 à 3 femmes pour un homme. L'âge de début, ça peut démarrer à l'enfance jusqu'à l'âge adulte, voire même tardivement à l'âge adulte. Typiquement, c'est autour de 20 ans, et en fait, c'est fréquemment entre 15 et 20 ans. Dans ma série, la moitié des patients ont démarré avant 20 ans. En tout cas, c'est plutôt après la puberté. C'est exceptionnel qu'il y ait des formes qui démarrent avant. On parlait tout à l'heure éventuellement d'un contexte génétique. Et bien, il y a 20 à 25% de formes familiales. Ça veut dire que le plus souvent, les patients sont tout seuls dans la famille, mais il y a quand même un cinquième ou un quart des patients qui racontent une histoire de maladie de Verneuil dans la famille.
2 à 3 fois plus de fumeurs, c'est vrai, puisqu'il y a 70 à 90% des patients qui sont fumeurs dans cette maladie. Là aussi, plus de gens en surpoids ou obésité, en sachant que ces 2 facteurs aggravants ne sont pas des éléments déclenchants de la maladie. C'est pas parce que quelqu'un est fumeur ou qu'il est en surpoids qu'il fait la maladie. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'il va arrêter de fumer qu'il va perdre 10 kilos que la maladie va disparaître. Mais ce sont 2 facteurs qui jouent un rôle aggravant. Et bien sûr, il faut les conseiller dans l'hygiène de vie. On va le revoir tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on fait le diagnostic de cette maladie de Verneuil? On fait le diagnostic par l'association de 3 critères. Le premier critère, c'est le caractère chronique et récidivant. Et on va même rajouter théoriquement une évolution qui date d'au moins 6 mois. Caractère chronique et récidivant, la lésion elle est là et elle s'installe, ou elle revient, chronique et récidivant. Ça c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est des lésions typiques. Et les lésions typiques, eh ben, on les retrouve ici, soit sous la forme d'un nodule profond, donc sous-cutané, profond, douloureux, ça fait bien mal. On parle de furoncle aveugle parce qu'en fait, il n'y a pas la petite tête blanche d'un furoncle, tout simplement justement parce que l'inflammation est profonde. Si elle était superficielle, on verrait cette inflammation sous la forme de la tête blanche. Éventuellement, ces nodules profonds peuvent évoluer vers l'abcès. Et puis, il y a d'autres lésions qui apparaissent, plutôt cette fois-ci de façon chronique sur des évolutions récidivantes des lésions, sous la forme de fibrose, donc la peau qui devient fibreuse, qui perd de la souplesse, avec des petites galeries qui se développent sous la peau qu'on appelle des fistules. Et puis éventuellement, la peau en regard réagit sous la forme d'une hypertrophie de cicatrices en relief, hypertrophiques au niveau des lésions plutôt chroniques. Troisième critère, c'est des localisations typiques. La maladie de Verneuil, il n'y en a pas partout. Typiquement, ça touche les plis. De haut en bas, on va avoir derrière les oreilles, le cou, la nuque, c'est plus rare, sous les bras, entre les seins et sous les seins, le pli du ventre, quand il y a du ventre, les plis de l'aine, l'ensemble du périnée, qui est une espèce de grand pli, et les plis sous les fesses. Après, ça peut déborder sur des zones qui ne sont pas des plis. Ça peut déborder sur le galbe du sein, par exemple. Ça peut déborder sur le pubis, sur les cuisses, sur les fesses. Voilà toutes les localisations possibles. Les 2 localisations les plus fréquentes sont les localisations sous les bras et les plis de l'aine. Donc globalement, est-ce qu'il faut faire des examens pour faire le diagnostic de maladie de Verneuil? La réponse est non, c'est un diagnostic essentiellement clinique. Il n'y a pas de marqueur sur une prise de sang qui permette de dire, ben voilà, quand vous avez le marqueur, vous avez la maladie, c'est pas possible. Et même, on trouve régulièrement des examens bactériologiques faits sur les écoulements de ces lésions, sans qu'il y ait de bactéries mises en évidence, sauf peut-être les bactéries normales de la peau. Il n'y a pas d'examen d'imagerie qui permette d'aboutir au diagnostic. Et même l'examen au microscope des lésions qu'on envoie n'est pas typique. La réponse du médecin qui fait l'examen au microscope, c'est un aspect compatible avec. En fait, il trouve une inflammation au niveau des follicules pileux et qu'on pourrait retrouver sur une piqûre d'insecte qui s'infecte, par exemple. Donc rien de spécifique. Et finalement, ça aboutit à un fréquent retard diagnostique, ces difficultés à faire le diagnostic, à la fois parce que les soignants, au sens large, médecins et paramédicaux, connaissent mal cette maladie, et puis parce que les patients ont une certaine pudeur, voire une honte à montrer certaines lésions, surtout quand il n'y a pas eu de réponse au départ satisfaisante du premier soignant à qui ils ont montré la lésion. Et donc du coup, en moyenne, un retard diagnostique de 8 ans. Alors c'est un retard qui est très important parce que c'est beaucoup 8 ans, et surtout pendant ces 8 ans, on n'a pas reconnu au patient le statut de malade. Et donc, s'il n'est pas malade, c'est que c'est de sa faute. Donc, du coup, il y a une culpabilisation du malade pendant tout ce délai diagnostique de façon très importante. Et c'est pour ça, quand on lui dit, finalement, allez vous laver, ça ira mieux, ou arrêtez de fumer, ou perdez du poids, en fait, on ne lui donne pas du tout de solution diagnostique, et encore moins thérapeutique. Donc là, c'est peut-être le message le plus important aujourd'hui, c'est de retenir les façons de faire le diagnostic, en retenant simplement cette phrase, des abcès à répétition, dans les plis. Avec ça, vous avez les 3 critères diagnostiques dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, donc des abcès à répétition dans les plis, c'est le message principal aujourd'hui. Vous l'avez bien compris, j'espère. Et on continue avec le fait que la maladie de Verneuil peut s'accompagner d'autres lésions cutanées. Alors on va retrouver par exemple des kystes sébacés, des kystes épidermoïdes. En fait, tout le monde peut en faire, mais les patients en Verneuil en font plus.
Ils font plus souvent aussi des petites inflammations superficielles du follicule pileux, les folliculites, et puis des choses un petit peu plus spécifiques comme l'acné conglobata ou la cellulite dissecante du cuir chevelu. En fait, ce sont des localisations atypiques de la maladie de Verneuil au niveau du visage, l'acné conglobata, ou au niveau du cuir chevelu. On retrouve les mêmes types de lésions avec les mêmes difficultés de gestion, notamment en raison de la douleur, voire des écoulements. Et puis une autre chose particulière, c'est l'association fréquente avec ce qu'on appelle le kyste pilonidal ou sacrococcygien. Le kyste sacrococcygien, c'est à peu près 4-6% de la population en France, probablement même un peu moins. Et en tout cas, dans la maladie de Verneuil, on aboutit à 20% de patients qui ont un kyste pilonidal sacrococcygien. Et il est parfois la première lésion inflammatoire de la peau. Retenez cette association, kyste pilonidal et maladie de Verneuil. Il y a d'autres comorbidités, on a parlé du tabac, du surpoids, les MICI, c'est-à-dire les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, et les rhumatismes inflammatoires comme la spondylarthrite ankylosante sont des lésions qui sont des maladies associées à la maladie de Verneuil. Alors c'est un petit pourcentage des patients qui ont ça, mais ce sont des maladies inflammatoires, soit de l'intestin, soit du système articulaire, et ça montre bien le fait que les patients ont un contexte inflammatoire qui peut s'exprimer à la fois sur la peau dans la maladie de Verneuil, mais aussi sur d'autres systèmes. Et puis, il faut souligner aussi chez les patients la fréquence de l'association avec l'hypertension artérielle, avec le diabète, avec les dyslipidémies de type hypercholestérolémie. Globalement, tout ça, ça peut être regroupé dans un syndrome qu'on appelle le syndrome métabolique. Ça fait dire que voilà, les patients sont à risque de faire de l'hypertension, du diabète, du cholestérol. On est en fait sur toutes des manifestations qui peuvent accompagner des processus inflammatoires chroniques. Très important d'en parler parce que tabac plus ces facteurs de risque cardiovasculaire, les patients atteints de la maladie de Verneuil sont gênés par leur maladie cutanée, mais sont aussi à risque de faire d'autres soucis de santé liés au tabac et à ces atteintes cardiovasculaires chroniques. Donc là aussi, ça fait partie de l'information à leur donner. Vous avez toujours compris le message. On continue, on a fait le diagnostic positif de la maladie de Verneuil. Maintenant, le diagnostic de gravité, on va reparler de cette classification de Hurley, qui est une classification clinique pour déterminer la gravité des lésions de maladie de Verneuil. Mais il faut bien évaluer avec les patients également la douleur, le retentissement sur la qualité de vie, le retentissement psychologique, d'avoir des abcès à répétition dans les plis de façon chronique, certains plis qui sont plus ou moins gênants par rapport à d'autres, bien évidemment. Ça entraîne un retentissement majeur sur le quotidien des patients dans tous les domaines de la vie professionnelle, la vie familiale, la vie de couple, la vie avec les enfants, etc. Donc un retentissement majeur, et ça fait partie de l'évaluation de la gravité de la maladie que de mettre en évidence ce retentissement majeur sur les patients. La classification de Hurley est une classification qui permet de dire certaines lésions sont plus importantes que d'autres. Le stade 1, c'est les abcès ou les nodules inflammatoires uniques ou multiples, sans fistules, sans ces petites galeries sous la peau, sans processus cicatriciel fibreux. Ça, c'est le stade 1, donc le nodule inflammatoire sous-cutané profond. Le stade 2, c'est quand il commence à se former ces fistules sous la peau et qu'il peut y avoir des réactions sous la forme de cicatrices hypertrophiques. Et le stade 3, c'est un stade 2 qui est étendu à toute une région. Alors, ce qu'il faut retenir de cette classification, c'est qu'en fait, c'est surtout une classification pour décrire les lésions, mais ce n'est pas forcément une classification évolutive de la maladie. Ce n'est pas parce qu'on va attendre suffisamment longtemps qu'on va passer d'un stade 1 à un stade 2, et puis on va encore attendre des années et on va passer forcément à un stade 3. Pas du tout. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les patients. Les patients restent habituellement dans leur stade de gravité. Une autre chose importante, c'est que le stade 3, qui est la forme la plus sévère, c'est celle qui est la plus retrouvée sur Internet par les patients, ça leur fait bien peur. Et en fait, c'est quelques pourcents des patients, c'est pas la forme la plus fréquente. Les stades 1 et 2 étant au moins certainement à 90% des patients. Toujours le petit message subliminal. Les principes du traitement maintenant dans cette maladie, c'est une maladie, vous avez vu, qui touche la peau, mais pas seulement. Et il est très important de travailler de façon multidisciplinaire avec les autres spécialités médicales ou chirurgicales, dermato, chirurgien bien sûr, mais aussi rhumato, gastro-entérologue. C'est important. Et aussi en dehors des spécialités médicales et chirurgicales, infirmières, kinés, etc., psychologues, tout ça on va en reparler.
Ce qui est très important aussi, c'est d'adapter la prise en charge des patients au cas par cas. Ils ont toujours une histoire particulière, surtout quand vous les récupérez après des années et des années de galères diagnostiques et thérapeutiques. Il faut toujours prendre en compte toute cette histoire pour adapter la proposition thérapeutique. Alors, dans les mesures thérapeutiques, d'abord les mesures hygiéno-diététiques. On va conseiller bien sûr l'arrêt du tabac et le contrôle du poids. C'est bien sûr difficile à obtenir, mais ça n'empêche qu'il faut en parler malgré tout, même s'ils n'ont pas très envie qu'on leur en parle. La prise en charge psychologique, elle est super importante par rapport au retentissement que les patients ont. Alors, tout le monde n'a pas forcément besoin, mais il faut provoquer chez les patients l'expression du besoin de « je m'en sors pas et j'ai besoin d'en parler à quelqu'un ». Et si vous leur ouvrez pas la porte, ils vont pas forcément en parler spontanément. C'est pas une maladie par défaut d'hygiène corporelle. C'est pas une maladie par défaut d'hygiène corporelle. Je le répète parce que les patients l'ont régulièrement entendu. Donc rien à voir avec ça. Ceci dit, c'est pas pour autant qu'on fait n'importe quoi. Au niveau des lésions, par exemple, on va essayer, sous les bras par exemple, d'éviter les déodorants avec alcool. On va éviter les savons avec des parfums exotiques, etc. On va plutôt rester sur des savons neutres, doux, hypoallergéniques, pour ne pas aggraver les lésions, ne pas irriter la peau en plus. La gestion des poils est un élément important, puisque c'est une maladie du follicule pileux. On va déconseiller le rasage, on va déconseiller la crème épilatoire, parce qu'en fait, on coupe le poil à ras, et peut-être que le poil va rester un peu coincé. Finalement, on reproduit les mécanismes de l'occlusion du follicule pileux, dont on a parlé au début. La solution la plus simple, probablement, c'est de tondre. En fait, on ne le coupe pas à ras, on laisse un petit peu de poil qui dépasse, et comme ça, on évite ces complications-là. L'épilation, c'est très variable. En fait, les patientes, c'est plutôt les patientes qui en parlent, sont plutôt déjà au courant si l'épilation leur réussit ou si elle ne réussit pas. Et il n'y a pas de prédiction de savoir si ça va être pourvoyeur de poussée ou pas. L'épilation laser est peut-être une solution. Il n'y a pas d'études scientifiques qui permettent de valider cette épilation laser pour une recommandation. Et c'est intellectuellement satisfaisant de dire c'est une maladie du poil, on va détruire le poil, il n'y aura plus la maladie. Et les retours d'expérience qu'on a des patientes, encore une fois plutôt des dames qui l'ont fait, sont plutôt positifs avec moins de poussées. Le problème est le coût, bien évidemment, qui n'est pas pris en charge par la Sécu, y compris dans le cadre d'une maladie chronique comme celle-là. Sous-vêtements et vêtements, on a parlé d'un rôle du frottement dans cette maladie. C'est vrai qu'on va conseiller plutôt la taille au-dessus que la taille en dessous dans les vêtements, plutôt des sous-vêtements en coton, etc. Bien réfléchir de façon générale à ce qui génère le frottement. Les mesures d'accompagnement, vous voyez, il y a quand même une liste qui est importante et on n'est pas du tout seulement dans le soin technique aux patients. Il faut les accompagner dans les mesures d'hygiène et également dans le traitement de la douleur, dans la prise en charge psychologique, la recherche et le traitement des comorbidités dont on a parlé tout à l'heure, les maladies inflammatoires, digestives et rhumatologiques. C'est une maladie qui peut mettre les patients en difficulté au boulot et donc en difficulté financière, bien évidemment. Et donc, il y a possiblement une prise en charge médico-sociale sous la forme d'une reconnaissance d'une affection longue durée, prise en charge à 100%, un statut de travailleur handicapé qui est parfois nécessaire pour les patients. Est-ce qu'il faut leur proposer une aide ménagère, notamment en post-opératoire? Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut réfléchir, bien évidemment, idéalement en amont de la prise en charge. La rééducation, la kiné, notamment pour que ni la maladie, ni la chirurgie qui accompagne la maladie n'entraînent des déficits fonctionnels au niveau, par exemple, des épaules, la mobilité des bras, etc. Les patients parlent régulièrement de tout ce qu'ils ont fait à côté des traitements médicaux et chirurgicaux, les médecines douces parallèles, etc. Alors, je ne vais pas vous en parler parce que ce n'est pas du tout ma formation, mais les patients en parlent et certains patients me disent plutôt que de prendre l'antibiotique, moi je mets de l'argile verte et ça marche très bien. Et je ne vais pas leur dire arrêtez de faire ça, bien évidemment. Donc pourquoi pas, bien sûr, tout ça en accompagnement ou à la place d'eux, du moment qu'on a un contrôle de la maladie, c'est ça qui est le plus important. Et puis un rôle non négligeable des associations de patients. C'est vraiment très important de parler de ces associations aux patients. Souvent, d'ailleurs, c'est le mode des patients pour affirmer un diagnostic. Alors, ce n'est pas l'association qui fait le diagnostic, mais en tout cas, elle vous dira où aller pour pouvoir avoir un diagnostic. Et puis, avoir ce soutien psychologique de ne pas se sentir tout seul avec cette maladie. L'isolement, le repli sur soi, c'est vraiment l'un des pièges de cette maladie. On a la chance d'avoir 2 associations en France.
dont vous avez les coordonnées. Vous allez tout à l'heure avoir le témoignage d'Hélène, qui est la présidente de Solidarité Verneuil. Alors, on a parlé de toutes ces mesures d'accompagnement. Maintenant, sur le plan du traitement proprement dit, on va parler des traitements à la marge. Alors, c'est les choses qui ne sont pas forcément complètement démontrées, mais qu'on peut essayer de temps en temps. Il y a bien sûr tous les soins locaux. Dès qu'il y a une poussée, on peut mettre en place dessus des crèmes, éventuellement antibiotiques, etc. Le zinc, on sait que c'est un médicament anti-inflammatoire intéressant au niveau de la peau. Très honnêtement, c'est pas excellent sur les formes sévères de la maladie de Verneuil. Il faut plutôt les réserver sur aux formes légères. Le problème du zinc, c'est la tolérance digestive. Quand la dose efficace est 6 gélules par jour, et en général, c'est pas très bien supporté sur le plan digestif. On a parlé d'une influence hormonale. Est-ce qu'on peut mettre en place un traitement hormonal? À la marge, il y a des choses qui peuvent marcher. Le plus souvent, malheureusement, on n'a pas de contrôle. Par exemple, on n'a pas de recommandation à donner sur un mode de contraception chez les femmes. Les rétinoïdes, on entend parler par exemple beaucoup du Roaccutane ou du Curacné, ces médicaments qu'on donne au niveau de l'acné. Attention à ces médicaments-là dans la maladie de Verneuil. Ils peuvent être actifs sur une acné associée à la maladie de Verneuil. En général, ils sont inefficaces sur la maladie de Verneuil, voire même ils peuvent l'aggraver. Donc attention à ça. On a dit tout à l'heure qu'on est sur une maladie de l'interface entre les bactéries et le système immunitaire inflammatoire de la peau. Et du coup, on peut travailler sur les bactéries en mettant en place des antibiotiques. Et puis, on peut essayer de travailler sur le système immunitaire inflammatoire de la peau. Et c'est tout le domaine encore à défricher des biothérapies. Alors, à défricher dans la maladie de Verneuil, parce que ce sont des médicaments qui sont bien connus pour d'autres maladies inflammatoires. Je vais peu en parler. On est surtout dans le cadre d'essais thérapeutiques pour l'instant. Même si un médicament qui a déjà fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, il n'est pas remboursé et on est autour de 1 500 € par mois. Donc sans la solidarité nationale d'un remboursement, ce n'est pas gérable pour l'instant. Donc pour l'instant, on est surtout centré sur les antibiotiques. Et puis la chirurgie vient en plus de tout ça. C'est une philosophie différente des traitements médicaux. On va en reparler. Alors l'antibiothérapie ponctuelle, c'est le traitement de la poussée. En fait, il y a une poussée et on va mettre en place un antibiotique en se disant on va pouvoir contrôler. Par rapport à ce que j'ai dit sur les bactéries induisent l'inflammation, si on attend que l'inflammation soit à son maximum pour donner l'antibiotique, on n'aura pas d'efficacité de l'antibiotique. Donc il faut vraiment un traitement le plus précoce possible et se servir du fait que les patients, en général, sentent arriver les poussées avec l'expérience qu'ils ont de la maladie. Alors j'ai mis classiquement la piostacine parce que quand on ne connaît pas la maladie de Verneuil, quand on est face à une poussée, le réflexe est de penser à du staphylocoque et de mettre en place une antibiothérapie antistaphylococcique. Donc la piostacine est souvent donnée avec une efficacité qui n'est pas négligeable du tout, mais la recommandation d'experts est plutôt de partir sur des antibiothérapies de type augmentin. Possiblement bien sûr avec des antibiotiques en application locale. Et ne pas oublier, quand il y a une poussée, que bien sûr, on va donner des antibiotiques, mais on va aussi donner des médicaments pour la douleur, des pansements pour récupérer les éventuels écoulements, voire même pour protéger la poussée des frottements. Antibiothérapie ponctuelle. Et puis, l'autre façon de donner les antibiotiques, c'est antibiothérapie de fond. Là, on n'est pas pour traiter une poussée, on est plus pour traiter la maladie et faire en sorte qu'il y ait moins de poussées. Alors, vous avez vu, il y a un certain nombre de médicaments, plus ou moins classiques, qu'on peut donner dans le traitement de fond de la maladie de Verneuil, avec des choses simples, les cyclines, le Bactrim, des choses un petit peu plus compliquées parce qu'il y a des associations de médicaments, voire même des protocoles d'antibiothérapie intraveineux, donc des protocoles un petit peu plus sévères à mettre en place, bien sûr réservés aux formes sévères. Éventuellement, vous verrez à domicile ces patients avec des antibiothérapies intraveineuses et vous serez amené aussi à gérer ce type de traitement et pas seulement les soins de pansement. Alors l'antibiothérapie, c'est intéressant, mais on comprend bien que dès qu'on arrête l'antibiothérapie, il y a un risque bien évidemment que les bactéries reviennent et qu'on réactive les phénomènes inflammatoires. Donc la première limite de l'antibiothérapie, a priori, c'est la récidive à l'arrêt, qui peut arriver tout de suite, qui peut arriver des semaines, des mois ou des années après. Donc on a quand même la possibilité, notamment sur les antibiotiques au long cours, de pouvoir induire une rémission. Parce qu'en mettant une antibiothérapie au long cours, on a calmé probablement le système immunitaire inflammatoire qui fait que même quand on arrête l'antibiotique, la stimulation par les bactéries se fait moins ressentir. Donc on a
théoriquement une récidive à l'arrêt, mais on peut obtenir des choses intéressantes avec des protocoles d'antibiothérapie au long cours. Deuxième limite, c'est quand vous donnez l'antibiotique de façon répétée ou prolongée, c'est le risque de développer des résistances bactériennes, de perte d'efficacité. Donc là, on va raisonner pour le patient, bien sûr, mais aussi on va raisonner en termes d'éco-biologie générale pour tout le monde. Si on diffuse des antibiotiques, certains antibiotiques à tout le monde, on va perdre des efficacités pour les patients Verneuil, mais pour d'autres pathologies également. La troisième limite, c'est les effets indésirables, les allergies, etc. pour les antibiotiques, bien sûr, comme tout traitement. Et puis, il y a aussi un petit problème d'observance, et notamment le fait que les patients, si ça ne marche pas tout de suite, certains vont dire « bon, c'est bon, j'arrête ». Il faut les prévenir que l'antibiothérapie au long cours, par exemple, ça ne marche pas forcément tout de suite. Et donner une antibiothérapie au long cours, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne va plus y avoir du tout de poussée, mais on va peut-être pouvoir diminuer la fréquence des poussées ou l'intensité des poussées. Il ne faut pas s'arrêter peut-être à la première poussée qui arrive sous traitement en disant « ça ne marche pas votre truc, docteur ». Par contre, les intérêts de l'antibiothérapie, bien sûr, c'est que c'est une action systémique. Je ne parle pas bien sûr de l'antibiothérapie locale, je parle de l'antibiothérapie systémique, justement, qui va avoir une action sur toutes les lésions. C'est facile de prendre l'antibiothérapie en comprimé a priori. Autonomie du patient pour le traitement ponctuel, ça veut dire que chez quelqu'un qui fait une poussée de temps en temps, en fait, on va lui donner une ordonnance anticipative, va aller chercher les médicaments à la pharmacie et il a ce qu'il faut à la maison pour démarrer tout seul, de façon autonome. Bien sûr, il faut lui expliquer comment on fait le traitement antibiotique pour ne pas attendre d'avoir le rendez-vous avec le généraliste ou le spécialiste, d'aller à la pharmacie pour avoir le médicament. Si on se retrouve 3 ou 5 jours après, on perd l'efficacité de l'antibiothérapie. Et puis, autre intérêt de l'antibiothérapie, c'est de éventuellement préparer la chirurgie. J'ai mis un point d'interrogation parce qu'en fait, il n'y a pas de démonstration scientifique que de mettre en place une antibiothérapie ponctuelle ou au long cours prépare ou facilite le geste chirurgical. Les biothérapies, j'en parlais un tout petit peu quand même, donc c'est un traitement de fond. Vous le connaissez, pour celui qui a eu l'autorisation de mise sur le marché, c'est l'Humira, qui est un anti-TNF-alpha. Le Rémicade, qui est un autre anti-TNF-alpha, puis maintenant il y a des génériques de ces médicaments-là. Le Rémicade n'a pas l'autorisation de mise sur le marché, donc c'est théoriquement plutôt l'Humira. En tout cas, même si l'Humira n'est pas remboursé, ça a ouvert la voie sur le fait que ces biothérapies pouvaient être intéressantes. Et donc, il y a des essais en cours pour d'autres biothérapies. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on espère bien avoir d'autres solutions thérapeutiques. On retrouve globalement dans les biothérapies les mêmes limites que l'antibiothérapie. Pas trop l'observance, parce qu'en fait, les patients, quand on est à mettre une biothérapie, c'est qu'ils ont besoin de ça, et en général, ils suivent, surtout que c'est des médicaments un petit peu particuliers, des protocoles un petit peu particuliers, qui fait qu'on ne va pas trop les oublier, ceux-là. Les intérêts, pareil aussi, c'est l'action systémique par rapport aux antibiotiques qu'on peut ne donner que pendant quelques mois. A priori, les biothérapies, on pourra même les donner pendant plusieurs années, donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant sur le long cours. Mêmes interrogations sur le fait qu'on puisse les articuler ou non avec la chirurgie. Il y a des gros espoirs sur le fait que les biothérapies nous permettront probablement de mieux opérer les patients. Toujours le message à retenir. La chirurgie maintenant, on va distinguer, comment distinguer l'antibiothérapie ponctuelle de l'antibiothérapie de fond? On va distinguer la chirurgie d'urgence et la chirurgie curative de la maladie de Verneuil. La chirurgie d'urgence, c'est l'abcès. Il y a une lésion qui est là et le patient vous appelle parce qu'il a un énorme bouton sous le bras ou au pli de laine. C'est super douloureux, il n'arrive pas à s'en sortir tout seul. À ce moment-là, on peut faire de la chirurgie d'urgence, donc ça va simplement consister à ouvrir la lésion. La douleur, elle est liée à la pression, on va lever la pression et c'est ça qui va soulager la douleur. Et c'est le seul objectif de cette chirurgie-là, qui est une chirurgie qui peut être faite par le chirurgien, mais qui peut être faite aussi par le médecin des urgences, par le généraliste, le dermato, le patient lui-même. Il y a plein de patients, bien évidemment, qui gèrent les choses eux-mêmes pour gérer la douleur. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un traitement de la maladie de Verneuil, c'est un traitement de l'abcès, de la complication infectieuse de la maladie de Verneuil. J'ai mis pas d'incision à vif ou anesthésie locale parce qu'en général, c'est super douloureux. Et donc, l'anesthésie locale où on va injecter quelque chose dans l'abcès qui va augmenter encore la pression, ça fait super mal. Les incisions à vif où on va poser le bistouri et appuyer sur un truc qui est super douloureux. Donc, les patients en ont en général une expérience très malheureuse. Et donc, dans l'idéal, on les prend en bloc, on les endort même pour 5 minutes pour pouvoir vider un abcès.
Il y a des alternatives probablement à cette chirurgie d'urgence. J'ai parlé des antibiotiques, à condition de les démarrer très vite, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, c'est pas très français, c'est plutôt dans les pays anglo-saxons d'aller injecter dans les lésions, alors peut-être pas au niveau de l'abcès, injecter des corticoïdes pour réduire l'inflammation locale. Certainement quelque chose qui sera développé dans les années à venir en France. La chirurgie dans la maladie de Verneuil, son intérêt est surtout quand elle est curative. L'idée, c'est d'enlever les lésions et l'objectif principal de cette chirurgie, c'est qu'il n'y ait pas de récidive à l'endroit opéré. Soit on enlève le toit de la lésion, ce qu'on appelle le déroofing, donc le roof en anglais. Donc on peut appeler aussi une marsupialisation. En fait, on ouvre et on crée la poche en dessous. On nettoie bien ce qu'il y a à l'intérieur. La technique de référence est l'excision, c'est-à-dire on enlève complètement la lésion. Et quand je dis complètement, c'est vraiment complètement. Cette maladie creuse des petites galeries, on en a parlé. Si j'enlève la lésion principale et que je laisse une petite galerie, ça va revenir. C'est pas faire mieux que d'ouvrir un abcès pour le vider. Il faut vraiment tout enlever. Une fois qu'on a enlevé la lésion, eh ben, comment on la gère? Si c'est petit, pas inflammatoire, on peut suturer. Mais en fait, le traitement de référence, c'est la cicatrisation dirigée. Et c'est là où il va y avoir les soins infirmiers post-opératoires à organiser et à faire par les infirmiers à la maison. Les greffes ou les lambeaux sont des traitements chirurgicaux de couverture des pertes de substances. Pourquoi pas? Il y a toujours l'idée en fait que quand on va fermer par suture primaire ou par une greffe ou un lambeau, il y a toujours l'idée qu'on aura un risque d'enfermer des bactéries à l'intérieur de la lésion. Alors comme on a dit qu'on était sur une maladie de l'interface avec les bactéries qui induisent l'inflammation, c'est pas très logique d'aller mettre des bactéries et de les enfermer sous la peau. D'où l'idée de la cicatrisation dirigée qui reste la technique de référence. C'est pas parce que c'est une maladie de Verneuil que les soins infirmiers ont des caractéristiques particulières. C'est les caractéristiques techniques du gestion d'une plaie cavitaire, comme un sinus spinolidal, comme un abcès de paroi qui s'est ouvert. Il n'y a pas de particularité à ça. Dans le soin technique proprement dit, la particularité, c'est toute la gestion autour des soins d'accompagnement pour les patients. Donc les rôles de l'infirmier libéral dans la maladie de Verneuil, eh ben, c'est bien un rôle de rattrapage diagnostique. Je pense que vous avez compris le message cette fois-ci. C'est important, moi j'ai des patients en consultation qui sont adressés par les cabinets infirmiers en disant ce patient-là, ça fait 3 fois que je le vois, une fois c'était à droite, une fois c'était à gauche, l'autre fois c'était en bas, maintenant c'est sous le bras. Franchement, ça ressemble vraiment à une maladie de Verneuil parce que j'ai déjà suivi Madame Machin que vous connaissez. Et donc les infirmiers infirmières ont la possibilité de dire aux patients mais je pense que c'est une maladie de Verneuil. Et alors c'est toujours délicat de dire bah faut plutôt aller voir ce chirurgien-là que celui qui vient de vous opérer. Et la solution bien évidemment c'est de passer par les associations de patients. C'est dans votre rôle infirmier de pouvoir dire aux patients écoutez, je pense que c'est une maladie de Verneuil, allez discuter avec l'association de patients pour avoir des idées de si c'est bien ça, qui il faut aller voir, etc. Ça vous permet de ne pas forcément dire non mais changer de chirurgien parce que ce n'est pas la bonne prise en charge. Le rôle de l'infirmier, infirmière, c'est bien sûr les soins post-opératoires, encore une fois des soins classiques de plaies cavitaires. C'est surtout l'accompagnement, soutien psychologique, l'orientation thérapeutique, je viens d'en parler. Toutes les explications sur la maladie aussi, les patients sont en demande permanente d'explications sur ce qui leur arrive. Et tout ce qu'on vient de dire sur les soins techniques et tout l'accompagnement, c'est évidemment le cadre de l'éducation thérapeutique pour tout ce qui est hygiène de vie. Merci pour votre attention. Tout d'abord, Audrey s'interroge, est-ce que le traitement par laser a été testé sur certains patients et est-ce qu'il y a une amélioration de la maladie? Alors le laser, il faut distinguer 2 choses. Il y a le laser dépilatoire, où là on cherche à enlever le follicule pileux, on en a parlé tout à l'heure. Pour le laser curatif sur les lésions, pour l'instant il y a quelques publications, quelques études pour tester ça. Il est évident que ça dépend de la nature de la lésion. Sur le nodule tout simple, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'intérêt. Sur la fistule, à condition que ce soit un petit trajet fin, etc., ça pose question effectivement d'aller par le laser détruire la fistule à l'intérieur et obtenir sa cicatrisation.
Dernière application du laser, je n'en ai pas parlé, c'est le laser comme un bistouri, c'est-à-dire le laser qui vient enlever une lésion. Mais là, on est bien sur un laser qui va enlever, un laser ablatif pour enlever la lésion comme le ferait le bistouri électrique. Autre question de la part d'Aurélien. Est-ce que l'exérèse totale des lésions peut encore récidiver? L'objectif de l'exérèse totale des lésions, c'est pas de récidive à l'endroit opéré. Donc on est plutôt sur l'idée qu'il n'y ait pas de récidive à cet endroit-là. On ne réussit pas à 100%. Et par exemple, quand on opère avec une lésion très inflammatoire, on peut louper la petite galerie qui part sur le côté et la laisser en place. Donc on n'arrive pas à 100%, mais l'objectif est bien d'arriver à celui-là, l'excision totale des lésions pour éviter la récidive à l'endroit opéré. Très bien. Je vais peut-être, excusez-moi, mais je pense à une chose importante justement, parce que l'image de la chirurgie n'est pas toujours très favorable. Il ne faut pas mélanger une récidive locale sur une cicatrice d'une nouvelle lésion qui apparaît 2 cm à côté d'une cicatrice dans la zone opérée, mais pas exactement à l'endroit opéré, où là on n'est pas sur une récidive, on est sur une poursuite évolutive de la maladie. Et il y a cette ambiguïté-là qui fait que la chirurgie n'a pas toujours bonne presse. Mais la chirurgie, sa principale limite, à part sa lourdeur, c'est aussi le fait que c'est un traitement local et pas un traitement de la maladie de Verneuil dans son ensemble. Au niveau de l'antibiothérapie, est-ce qu'on est toujours sur un traitement Péros ou est-ce qu'on a parfois recours à un traitement IV? Donc oui, la réponse est oui, j'en ai parlé effectivement. On est plutôt sur des traitements Péros, mais dans les formes graves, peut-être en préparation à la chirurgie, pour donner un coup d'arrêt à une maladie qui a l'air de flamber, on peut mettre en place des protocoles d'antibiothérapie intraveineux, pas forcément en hospitalisation, tout à fait poursuivi, soit en HAD, soit à domicile avec un prestataire de soins par exemple. D'accord. Et une dernière question. Quels sont les protocoles pansements à mettre en place majoritairement en post-opératoire? Ça va être une question d'habitude, mais comme je disais, il n'y a pas de spécificité. On est a priori sur une première phase de détertion où on va mettre quelque chose qui favorise la détertion de type alginate. Ensuite, vers la fin de la cicatrisation, on peut passer sur un hydrocellulaire avec un pansement secondaire, bien évidemment. Et puis, il y a d'autres pansements qui peuvent être utilisés, notamment en cas de contamination bactérienne, etc. Mais ça, encore une fois, c'est des médicaments, des protocoles de soins tout à fait classiques. Le plus important est donc de suivre la cicatrisation pour réagir quand il se passe. Donc, la collaboration entre les infirmières et les chirurgiens. Très bien. Eh bien, ce sera tout pour les questions. Merci beaucoup.